et bienvenue dans cette première émission de l'année. Le Club Média de Notre-Dame est très heureux de revenir cette année avec de nouveaux chroniqueurs. J'accueille donc Juliette qui va nous parler des trafics de stupéfiants, notamment chez les jeunes. Puis Maëlys va nous expliquer le déroulement des 24 heures camions. Ce sera ensuite au tour de Lily Rose de nous raconter l'histoire d'un site visitable lors des Journées du patrimoine qui ont eu lieu le week-end du 21-22 septembre. Enfin, pour cette première émission, nous avons deux invités du lycée Notre-Dame, Laura et Assaïna, avec lesquels nous discuterons d'un projet en pleine création contre le harcèlement. Mais on commence tout de suite avec Juliette. Oui Maya, aujourd'hui on porte notre attention sur des jeunes adolescents pris dans les cercles de trafic de stupéfiants. On les appelle les petites mains du trafic de drogue. Alors au Mans, on compte une centaine de cas avec une importante concentration dans le quartier des Sablons. On parle ici de jeunes adolescents de 13 à 15 ans, donc c'est très jeune. Et c'est justement cette naïveté et innocence qui attire les chefs de bande. Ils les manipulent le plus tôt possible et les embrigadent avec un système de récompenses et d'argent de poche et des promesses illusoires. Les gains en réalité pour ces enfants sont très faibles au final, puisque la plupart du temps les recettes disparaissent dans leur propre consommation. Leurs petites tailles sont également très pratiques pour les trafiquants qui y voient un moyen de se faufiler plus facilement et d'échapper aux mains de la police. Alors je vais faire un point juridique. Que risque-t-il concrètement, parce qu'on entend assez souvent que la justice est clémente face aux mineurs. Donc concrètement, un mineur peut risquer 6 mois de prison et 1 875 € d'amende s'il consomme uniquement des stupéfiants. Et pour infraction de trafic, donc pour le deal, il peut risquer 5 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Ce sont les peines maximales pour les mineurs à partir de 13 ans. On dit alors qu'ils ont une responsabilité relative. Donc en gros, la peine ne doit pas dépasser la moitié de la peine maximale d'un majeur. Après, dans les faits, le tribunal des enfants, qui comme son nom l'indique ne s'occupe que des mineurs, s'adapte. En effet, les juges examinent les circonstances, le contexte, mais aussi le niveau social de la famille et bien sûr l'âge. Pour les mineurs en dessous de 13 ans, il n'est pas possible de les reconnaître coupables. Ils sont pour ainsi dire non responsables de leur acte. Et ce n'est qu'à 18 ans qu'on parle de majorité pénale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel l'auteur n'a plus d'excuse de minorité. Les parents sont donc responsables civilement des fautes de leur enfant mineur et c'est à eux de payer l'indemnisation. Cependant, dans certaines circonstances jugées par le juge des enfants, la responsabilité de l'État peut être engagée par les victimes à la place de celle des parents du mineur. Mais si on étudie le procès des mineurs, on se rend vite compte que la plupart des 13-16 ans échappent aux peines d'emprisonnement. Le tribunal juge plus utile de mettre en place des mesures spécifiques pour reprendre réellement l'enfant en main et le réintégrer dans la société, comme par exemple un suivi régulier scolaire ou professionnel pour les mineurs au-dessus de 15 ans, des obligations de stage civique ou bien encore des consultations psychiatriques obligatoires. Dans tous les cas, le procureur de la République doit rendre un dossier éducatif sur le mineur. Donc c'est un rapide résumé du contexte familial de l'enfant, de sa santé, de ses antécédents juridiques ou même de sa scolarité. Merci beaucoup Juliette pour ce petit point juridique. On se tourne à présent vers Maëlys qui va nous parler des 24 heures camions. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un événement qui s'est passé ce week-end. Peu de gens savent vraiment comment se passent les 24 heures camions et quelle est l'histoire. Je suis donc là pour vous expliquer. Tout d'abord, les 24 heures camions se passent le 28 et 29 septembre au circuit Bugatti du Mans. L'année dernière, plus de 80 000 personnes se sont présentées au circuit Bugatti. Lors des 24 heures camions, plus de 15 pilotes courent, dont Jennifer Gianiek, Lionel Montagne ou encore Théo Calvé, qui a remporté l'édition 2023 avec Freightliner à seulement 22 ans. Le week-end de course se déroule en plusieurs étapes. Ce sont des étapes un peu compliquées car ils se différencient des autres sports automobiles. Le samedi, nous avons les essais libres, une séance d'essais qualificatifs et 2 courses. Et le dimanche, il y a une séance d'échauffement, des essais qualificatifs et 2 autres courses d'environ 45 km, soit à peu près 9 tours. La grille de départ est un système plutôt différent, car il y a 4 courses au lieu d'une et la pole position et la grille de départ varient en fonction des courses. Pour la première course et la troisième course, la grille de départ est établie selon les temps réalisés lors de la Super Pole, pour les 10 premières places et selon les meilleurs temps réalisés lors des essais chronométrés 1 et 2 pour les places suivantes. Pour la course numéro 2, la grille de départ est établie en fonction des résultats de la course numéro 1 avec une inversion des 6 premiers. Et pour la course numéro 4, la grille de départ est établie en fonction de la course numéro 3 avec une inversion aussi des 6 premiers. Le système de points varie aussi en fonction des courses. La course numéro 1 et la course numéro 3. Les 10 premiers marquent des points, soit du premier au 10e, 20 points pour le premier, 15 points pour le second et 12 points pour le troisième. Et ensuite, ça continue jusqu'au 10e qui marque seulement 1 point. Les 5 derniers pilotes ne marquent aucun point. Pour la course numéro 2 et la course numéro 4, les 10 premiers marquent des points, soit du premier au 10e, donc 10 points pour le premier, 9 points pour le second, 8 points pour le troisième, jusqu'au 10e qui marque seulement qu'un point.
Maintenant, je vais vous parler des autres défis que les équipes et les pilotes ont à faire pendant ce week-end. Les camions engagés dans la course dépassent généralement pour les plus puissants d'entre eux les 1000 chevaux et peuvent rouler à plus de 160 km/h pour un poids minimum de 5400 kg. Comparé à un camion de transport de marchandises qui lui peut atteindre un maximum de 90 km/h. Lors du week-end, les pilotes et leurs équipes ont un défi mécanique à réaliser lors de cette épreuve. 2 mécaniciens et 1 pilote par camion doivent démonter la roue avant gauche en un minimum de temps. Merci Maëlys. En attendant, on va se concentrer sur un autre week-end qui s'est déjà déroulé. Si je vous dis cathédrale, bunker ou encore maison du Pilier Rouge, je parle, vous l'aurez deviné, des journées du patrimoine qui ont eu lieu les 21 et 22 septembre dernier. Retour avec Lily Rose sur cet événement européen. Et oui, les journées européennes du patrimoine se sont déroulées ces 21 et 22 septembre. Au moins, nous avons pu visiter des lieux allant de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Pour toutes les personnes ayant pu visiter les Blocos au Mans, je vous envie. On aurait dit la hype autour d'un concert de Billie Eilish, c'est bien que les places sont déjà en train d'être prises pour l'année prochaine. À défaut de pouvoir visiter les Blocos, en s'éloignant un peu de la ville, les médiévales roïséennes étaient en libre accès. L'association Il était une fois Roëzé est à l'origine de cet événement et en particulier Madame Aliénor Garnier. On pouvait y retrouver des activités exceptionnelles, avec la découverte de métiers du Moyen-Âge, des spectacles équestres avec la compagnie Calabarius, mélangeant médiéval fantastique et tir à l'arc, de la danse médiévale par la compagnie La Mesnie des Trois Châteaux, des démonstrations de machines de guerre par la compagnie Trébuca, et un spectacle de pyro-jonglerie par le clan Gormson. Les animations étaient aussi riches en histoire que le lieu. Et oui, il fut jadis une ferme fortifiée sur les terres d'un ancien château, lui aussi fortifié, qui passa de famille en famille. Pour découvrir son histoire, rien de mieux que de se rendre à cette fameuse fête. Gros bonus, cette fête était impressionnante en matière d'écologie. Chaque chose a été pensée afin de permettre une fête éco-responsable et zéro déchet. Les verres ne sont pas recyclés, mais réemployés. Les restes de nourriture sont triés pour être adaptés à l'alimentation de chaque animal. Même les toilettes ont été pensées durables. Des toilettes sèches créent du fumier, servant à la culture céréalière, permettant de faire de la nourriture ou de nouvelles toilettes sèches. Bien sûr, l'événement n'était pas exceptionnel seulement par ses toilettes, mais aussi par sa nourriture médiévale, locale, bio et de saison, avec des plats adaptés aux végétariens. Je n'ai pas pu y rester longtemps, et pourtant ce moment était riche en émotions. La peur quand la démonstration de trébucher est partie en sens inverse, lançant le boulet dans la foudre. Heureusement, il était en plastique. Les costumes de certains visiteurs étaient juste magnifiques. Surtout, un grand bravo à toutes les personnes de l'association. Il était d'une fois Roëzé. Bref, un événement magnifique que l'on espère revoir l'année prochaine. Merci Lily Rose. On va maintenant revenir sur les jeunes, plus particulièrement sur le harcèlement. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Laura et Asaina, qui travaillent toutes les deux à la vie scolaire de Notre-Dame. Elles développent un projet de lutte contre le harcèlement et sont ici pour nous en parler. Alors bonjour Laura et Asaina. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à mener un tel projet dans l'établissement ? Bonjour Maya, donc moi c'est Laura. En fait, ça a commencé il y a 2 ans. Je suis partie en formation. J'ai fait une formation qualifiante pour le lycée. Et en fait, dans cette formation, il y avait un module sur le sujet du harcèlement où je devais mettre en place 2 actions de prévention, réelles ou fictives, pour lutter contre le harcèlement scolaire. Et donc, j'avais choisi donc la médiation par les pairs que propose déjà Asaina. Et j'avais choisi une autre action, mais celle-ci était fictive. Et donc, j'en avais parlé au CPE qui m'avait conseillé d'en parler au chef d'établissement parce qu'il souhaitait donc mettre des choses en place au sein du lycée sur le harcèlement scolaire. Et donc ça a commencé comme ça. Et est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre action, la médiation des pairs ? Bonjour Maya, donc comme l'a présenté ma collègue Laura, c'est une action qui est mise en place dans l'établissement. Donc c'est un projet d'établissement qui permet aux élèves de s'aider mutuellement entre eux. Donc c'est vraiment une aide qu'apportent d'autres élèves qui sont formés à la médiation des pairs. Donc c'est dans la gestion des conflits. Donc c'est vraiment une approche non violente qui laisse vraiment la parole comme mode prioritaire de résolution des conflits. Donc voilà donc quoi il est instauré ce projet. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'un projet qui existait déjà ou c'est vraiment quelque chose que vous avez découvert par cette formation ? Non, on s'est pas forcément inspiré d'un projet déjà existant. En fait, on a d'abord regroupé les personnes qui avaient envie de s'impliquer dans ce projet. Donc l'atelier qu'on a actuellement, il regroupe un petit peu tous les membres du lycée, c'est-à-dire on a des personnels de vie scolaire, des membres de la direction, des enseignants, on a aussi des élèves,
L'idée, c'est que ça touche tout le monde pour que tout le monde mette sa main à la pâte et qu'on sensibilise un maximum de personnes. Et en quoi ça consiste concrètement ? Est-ce que ça veut dire qu'on va bientôt voir des élèves médiateurs circuler dans la cour du lycée, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus implicite ? Eh ben, ça regroupe un peu ce que tu dis. En fait, notre idée de l'atelier, c'est de réussir à sensibiliser chaque niveau, donc seconde, première et terminale. Pour les secondes, en fait, on va faire des préventions directement dans les classes, sur le sujet du harcèlement toujours. Les premières, ils vont avoir une représentation d'une troupe de théâtre, la troupe Déjà, qui va faire une représentation d'ailleurs les premiers, le mardi 1er et le mercredi 2 octobre au lycée. Et pour les terminales, on envisageait des conférences ou alors un ciné-débat. Et donc l'idée effectivement, c'est qu'il y ait donc des médiateurs et aussi des ambassadeurs contre le harcèlement qui eux vont avoir pour mission de monter des actions de prévention au sein du lycée et aussi d'être un petit peu les yeux et les oreilles au sein du lycée, de repérer des situations qui peuvent être délicates et de les transmettre à des adultes. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce projet a-t-il déjà commencé ou est-ce qu'il est toujours en cours de création ? Alors oui, Maya, ce projet a déjà commencé. Donc depuis septembre 2023, différentes actions de prévention ont été mises en place dans l'établissement. Donc oui, c'est, comme on l'avait déjà dit, c'est bien un projet d'établissement. Donc des affiches, par exemple, ont été mises dans toutes les salles de classe du lycée. Donc pour que les élèves puissent avoir le numéro à appeler en cas de besoin et vers qui se tourner si jamais ils vivaient une situation difficile. Et voilà, donc par la suite, il y a aussi la journée nationale de lutte contre le harcèlement qui avait été mis en place. Donc lors de cette journée, différents panneaux avaient été disposés à différents lieux de l'établissement, donc pour que chacun puisse libérer la parole avec des paroles d'encouragement ou des paroles positives pour justement donner un plus aux personnes qui vivaient des situations un peu difficiles. Un dress code bleu aussi avait été instauré ce jour-là. Et on a également eu l'arrivée de la députée Madame Delpech qui est venue à notre rencontre. Et lors de cette journée, les élèves de terminale ST2S avec leur professeur principal ont clamé différentes lettres pour justement montrer leur soutien et ce qu'ils ont pu vivre par le passé. Et justement, ça a donné du courage aux autres personnes qui assistaient à cet événement. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions sur ce projet. On espère qu'il aidera la vie de l'établissement à être toujours plus agréable. Donc, merci à vous pour vos réponses et merci à tous, puisque malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. On espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles chroniques.